Nous sommes de retour pour couper à travers le bruit et vous dire ce qui a vraiment fait bouger les marchés cette semaine. Oubliez ce que vous avez entendu sur CNBC, Bloomberg ou ces podcasts financiers en vase clos. Ce n'est pas deux journalistes économiques qui discutent. Et non, nous n'interviewons pas un milliardaire de hedge fund. C'est tout autre chose. C'est un débrief brut, en temps réel, entre deux IA, toutes deux formées par un ancien gestionnaire de portefeuille institutionnel, qui décode ce qui a vraiment agité les marchés mondiaux. Les espoirs de baisse de taux se sont effondrés alors que la probabilité d'un assouplissement en décembre est tombée de 70% à 46%, faisant grimper les rendements et pesant sur les valeurs de croissance et l'univers de l'IA. Sous un S&P 500 pourtant stable, les marchés ont puni le risque élevé, avec le Russell 2000 en baisse de près de 2%, tandis que l'Europe profitait d'un rallye fragile malgré une production industrielle décevante et un sentiment allemand en recul. Le Royaume-Uni, lui, a trébuché sous le poids d'un chômage en hausse, d'un PIB stagnant et d'une chute de 28% de la production automobile, renforçant les paris sur une baisse de taux de la Banque d'Angleterre. En Asie, le Japon a progressé grâce à l'optimisme budgétaire et à un yen affaibli, tandis que la Chine a glissé face à une détérioration de la production, des ventes au détail et de l'investissement, ce dernier à son niveau le plus bas jamais enregistré. Avant de courir après la prochaine rupture de tendance ou le prochain trade macro, pause. Décryptons ce que les données murmurent vraiment, pas ce que les gros titres crient. Likez, partagez et abonnez-vous si vous voulez de vraies analyses, pas des opinions recyclées. Et restez avec nous, car à la fin de cet épisode, nous dévoilons les 5 risques globaux majeurs qui pourraient prendre les marchés par surprise la semaine prochaine. À ne surtout pas manquer. La semaine du 14 novembre 2025, franchement, ça aurait dû être la fête sur les marchés, non? Ah oui, clairement. On s'attendait à voir sauter les bouchons de champagne. La fin du plus long shutdown américain, quand même. Et au lieu de ça, une réaction glaciale. Le marché a l'air d'un patient qui sort de l'hôpital, mais qui n'a pas faim du tout. C'est l'image parfaite. On a eu le traitement, mais le malade reste en observation. Et ce qui est fascinant, c'est que les symptômes sont différents partout. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Un diagnostic complet, continent par continent. États-Unis, Europe, Royaume-Uni, Japon et Chine. Et puis, on regardera l'agenda de la semaine prochaine et on isolera les 5 plus gros risques. Parfait. Un peu de clarté dans ce brouillard, ça ne fera pas de mal. Allez, on commence au cœur du réacteur, les États-Unis. Le shutdown de 43 jours est fini, mais le S&P 500 fait du surplace et le Nasdaq, lui, il baisse. Comment c'est possible qu'une si bonne nouvelle fasse un tel flop? C'est parce que, en fait, sous cette bonne nouvelle, il y a eu 3 courants contraires. 3 vagues très puissantes qui se sont déchaînées. D'accord. La première, c'est l'intelligence artificielle, j'imagine. Exactement. Une sorte de crise de conscience sur l'IA. Pendant des mois, on a acheté le rêve, et là, soudain, les investisseurs sortent la calculette. Et ils regardent les factures. C'est ça. Les valorisations sont stratosphériques et on se demande si les dépenses des entreprises vont vraiment suivre. Cette rotation, comme on dit, a vraiment pesé sur le Nasdaq. Ok, donc une purge interne à la tech, mais ça n'explique pas tout. C'est quoi la deuxième vague? La deuxième, c'est le retour du grand méchant loup, Ah, la Réserve fédérale. ah, On a eu plusieurs discours de ses membres et le ton était beaucoup plus dur, plus hawkish que ce que le marché voulait entendre. et donc, les espoirs d'une baisse de taux? Ils se sont évaporés. La probabilité d'une baisse en décembre, qui était à près 70%, elle est tombée à 46%. Une vraie douche froide. D'accord. Et le troisième facteur? Celui qui semble tout paralyser? Alors ça, c'est ce que j'appelle le brouillard statistique. Le gouvernement a rouvert, mais les données, elles, ne réapparaissent pas par magie. On n'a toujours pas les chiffres? Non. Le rapport sur l'emploi de septembre, qui est crucial, on ne l'aura que le 20 novembre. Celui d'octobre, aucune date. En fait, les investisseurs pilotent à l'aveugle. Attendez, je veux bien le brouillard, l'incertitude. Mais il y a quand même une lumière incroyable. La saison des résultats est quasiment finie et elle est spectaculaire. Oui, vous avez raison de le souligner. Les bénéfices du S&P 500 en hausse de 13,1%. C'est bien plus que les 8% attendus. Est-ce qu'on ne surréagit pas un peu? Mais c'est toute la schizophrénie du moment. C'est ça, la tension centrale. D'un côté, on a une machine à profit, les entreprises américaines, qui tourne à plein régime. Et de l'autre? Et de l'autre, cette machine avance sur une route dont on ne voit rien, avec une banque centrale qui menace de piler à tout moment.
Ce conflit entre d'excellents résultats d'entreprise et une incertitude totale sur l'économie, ça paralyse tout. C'est une image très claire. Et c'est fou de voir ça aux États-Unis, alors que si on traverse l'Atlantique, en Europe, là, on a sabré le champagne. Le CAC 40 qui bondit de presque 3%. Oui, mais c'est un peu la fête sans le lendemain, j'ai peur. C'est en grande partie un rallye de soulagement. L'Europe respire de voir la situation américaine se débloquer. Mais c'est juste ça, du soulagement. Principalement parce que si on regarde les signes vitaux de l'économie européenne, ils restent quand même très faibles. La production industrielle de la zone euro en septembre, plus 0,2%. C'est anémique. Et ce qui est frappant, c'est cette Europe à deux vitesses. Exactement. Le diagnostic n'est pas le même partout. En Allemagne, le moteur traditionnel, le moral des investisseurs a encore chuté. On sent un vrai doute. Et à l'inverse. À l'inverse, la France et l'Italie, c'est la bonne surprise. Leurs chiffres de production industrielle sont bien meilleurs que prévu. Ce sont eux qui ont tiré les indices. On a donc une locomotive allemande qui tousse et des wagons français et italiens qui essayent de pousser. Ce n'est pas une configuration très saine, ça. Non, c'est un équilibre très précaire. Et si on va voir de l'autre côté de la Manche, au Royaume-Uni, là, on n'est plus dans la maladie, on est aux soins intensifs. Le mot est faible. C'est un bulletin de santé désastreux. Le chômage qui grimpe à 5%, un sommet depuis 2021. La croissance des salaires qui ralentit brutalement. Et une croissance du PIB quasi nulle. Voilà, 0,1% au troisième trimestre. L'économie britannique est à l'arrêt. Et au milieu de tout ça, il y a eu cet événement incroyable, presque une anecdote, mais qui dit tout. La cyberattaque chez Jaguar Land Rover, c'est un cas d'école. L'impact est monstrueux. Ah oui. Ça a fait chuter la production automobile de tout le pays de 28,6% en un seul mois. 28%. Oh là là. C'est dingue, hein. C'est un rappel brutal que le plus grand risque, parfois, il vient d'une simple ligne de code. Alors, face à ce tableau, quelle est la conclusion des investisseurs? Pour eux, le calcul est vite fait. Croissance à zéro, chômage qui monte, il n'y a qu'un seul remède possible. La Banque d'Angleterre. Elle va devoir sortir l'artillerie lourde et vite. Le marché parie maintenant massivement sur une baisse de taux dès décembre. Ce n'est plus une option, c'est le scénario de base. On change complètement de décor et on part au Japon. Là, c'est presque l'inverse. La bourse va bien, mais le yen plonge. Qu'est-ce qui se passe? Le Japon joue sa propre partition. La nouvelle première ministre, Madame Takaichi, a à peine pris ses fonctions qu'elle signale déjà plus de dépenses budgétaires. Ce qui plaît au marché action. Exactement. Ils anticipent un soutien à l'économie. Mais pour la monnaie, c'est une autre histoire. Plus de dépenses, c'est plus de dettes potentielles, donc le yen s'affaiblit. Il a touché 154 pour $1. Et la Banque du Japon, elle devait pas justement commencer à remonter ses taux? Si, mais c'est l'autre pièce du puzzle qui a bougé. Le marché a repoussé ses attentes. On ne pense plus à une hausse en décembre, mais plutôt en janvier. Et ce délai, ça donne de l'air aux actions. D'accord, donc un tableau plutôt positif à court terme? Étonnamment positif, oui. Surtout que le moral des industriels est au plus haut depuis 2021. On termine notre tour du monde des patients avec la Chine. Après un bon troisième trimestre, les derniers examens d'octobre sont assez inquiétants. Oui, le début du quatrième trimestre, c'est un vrai coup de froid. Les chiffres sont sans appel. La production industrielle rate les prévisions, les ventes au détail ralentissent encore. Et l'investissement? L'investissement en capital fixe a chuté de 1,7% depuis le début de l'année. C'est la pire performance jamais enregistrée. Et la crise immobilière, elle, continue. Le portrait est très sombre. Pourquoi les marchés ne paniquent pas plus que ça? Parce qu'en Chine, il y a une règle d'or. Ne jamais parier contre la volonté de Pékin. Un gérant me disait la semaine dernière, on ne parie plus sur les données, on parie sur la détermination du gouvernement. Ils attendent un plan de relance massif? C'est ça. Un plan de 1000 milliards de yuan a été approuvé, l'objectif de 5% de croissance est maintenu. La question n'est pas de savoir si Pékin va agir, mais quand et avec quelle force. Bon, ce tour du monde était indispensable. Maintenant, la semaine prochaine. L'agenda est chargé. Aux États-Unis, on aura enfin des chiffres pays. Oui, le rapport sur l'emploi de septembre, ce sera jeudi, et les minutes de la Fed mercredi. Le brouillard va enfin commencer à se dissiper un peu. Au Royaume-Uni, inflation mercredi, vente au détail vendredi. Un duo décisif. Et en zone euro? Les indices PMI vendredi. C'est le premier vrai pool de l'activité pour le T4. Et au Japon, PIB lundi, inflation vendredi. En gros, la semaine prochaine, c'est le moment de vérité. On va savoir si le ralentissement qu'on observe est une simple pause ou le début de quelque chose de plus sérieux. Tout à fait, les PMI en Europe notamment seront scrutés à la loupe. Allez, on arrive au segment que tout le monde attend. Après ce diagnostic, quels sont les 5 risques majeurs à avoir sur son radar pour la semaine prochaine? Premier risque, le plus évident, les chiffres de l'emploi américain. Même s'ils datent de septembre, ils peuvent tout faire basculer. Un chiffre faible et l'espoir d'une baisse de taux revient.
Un chiffre fort et c'est la fin du rêve. Le marché est sur un fil. Deuxième risque, on retourne au Royaume-Uni. L'inflation et les ventes au détail. C'est le test ultime pour la Banque d'Angleterre. Le scénario cauchemar, ce serait une inflation qui reste élevée avec des ventes qui s'effondrent. Ça les mettrait dans une position impossible. Exactement, un dilemme cornélien. Troisième point de vigilance, le Japon. Le PIB et l'inflation. Ces deux chiffres vont confirmer ou pas le scénario d'une hausse de taux en janvier. Si la croissance est là et l'inflation aussi, la voie est libre. Sinon, plus de pression sur le yen. Quatrième risque, Les indices PMI en Allemagne et au Royaume-Uni. C'est notre première photo du 4e trimestre. Est-ce que ça ralentit encore ou est-ce qu'on touche un point bas? La réponse est cruciale pour la BCE. et le cinquième et dernier risque. Il est plus diffus, il concerne la Chine. Même si l'agenda est léger, toute l'attention sera sur les annonces de Pékin. Le marché est impatient de voir les détails du plan de soutien. Donc le moindre faux pas dans la communication. Pourrait déclencher une vague de vente. Absolument. Si on résume, on sort d'une semaine où les marchés ont digéré la fin du shutdown sans aucun enthousiasme, pris en étau entre des économies qui fatiguent et des banques centrales qui jouent la montre. C'est exactement ça. La tension, elle est là, entre un soulagement politique et la dure réalité d'une croissance mondiale qui s'essouffle. La semaine prochaine nous dira laquelle de ces deux forces prend le dessus. Et on se quitte avec cette pensée. Le shutdown américain est terminé, c'est un fait, mais le brouillard sur la santé réelle de l'économie mondiale, lui, ne fait que s'épaissir. La grande question, c'est donc, quand la lumière reviendra, est-ce que les investisseurs aimeront ce qu'ils verront? Vous êtes encore là? Alors vous êtes des nôtres, ceux qui veulent vraiment comprendre les marchés. Si ça vous a fait réfléchir autrement, likez, partagez et abonnez-vous. Des marchés plus intelligents ont besoin d'esprits plus affûtés. Développons ça ensemble. Nouveaux épisodes IA chaque semaine. Et si ce podcast parlait de votre secteur? Imaginez ce niveau d'analyse propulsé par l'IA, mais adapté à votre entreprise. Que vous gériez des actifs, suiviez les politiques économiques ou dirigiez une équipe agile. Nous créons des podcasts sur mesure pour les décideurs comme vous. Contactez-nous. Construisons le vôtre.